Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on se retrouve à nouveau aujourd'hui dans cette séance de travaux dirigés pour résoudre l'exercice numéro 10 de la série sur les réseaux électriques partie régime variable. Alors l'exercice numéro 10 s'énonce comme suit. Soit une source de courant indépendante de débit état de t égale à état 0 cosinus oméga t. Alors cette source alimente ce circuit constitué de la résistance en parallèle avec elle et d'un condensateur. Et donc le tout est chargé par une résistance RL. On nous demande dans une première étape de déterminer les éléments du générateur de Thévenin de ce circuit vu aux bornes A et B, entre lesquelles RL est placée. Par la suite, on nous demande d'établir ou de donner la condition pour laquelle la charge RL soit adaptée au générateur et de montrer que lorsque cette condition est vérifiée, que RL doit obligatoirement être inférieur à grand R. Par la suite, d'en déduire les valeurs de L et de C. Enfin, on nous demande de calculer la puissance maximale qui est absorbée par la charge RL. Pour cela, on a toutes les valeurs numériques qu'il faut. Ici, c'est un oméga, donc oméga égale à 10 puissance 3 radians par seconde dans ce cas. Alors, on entame la résolution de l'exercice. Alors, le circuit qu'on doit traiter est constitué comme suit. Donc, l'alimentation est représentée par une source de courant idéale de débit état. Le circuit est constitué donc d'une résistance placée en parallèle avec une bobine de self-inductance L et un condensateur C. Ce circuit est chargé à la sortie par une résistance de charge que l'on notera RL. Donc, cette résistance de charge est branchée entre deux points A et B. Donc, l'alimentation, c'est une source de courant idéale. Le circuit, c'est la mise en parallèle d'une résistance avec une bobine et un condensateur. Et la charge, c'est RL. On nous demande dans une première étape, donc, de déterminer les éléments du générateur de Thévenin vu entre les bornes ou les points A et B. Vu par la charge, bien sûr, entre les points A et B. Donc, on va commencer par calculer la FEM de Thévenin, donc calcul de ETH. Comme on l'a vu à maintes reprises, pour calculer ETH, qu'est-ce que je fais? Je fais tendre RL vers l'infini et la tension à vide V0 représentera à ce moment-là ETH. Donc pratiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la charge donc par un circuit ouvert ou par une résistance infinie. Et la tension à vide V0 représente la tension de Thévenin. Alors, comme je l'ai dit pendant les TD précédents, il faudra d'abord voir l'ouverture du circuit en sortie. Qu'est-ce qu'il a apporté dans le circuit? D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un courant qui va passer par là, d'après vous? Y a-t-il un courant? Non, bien sûr. Pourquoi? Parce que le circuit est ouvert et donc la résistance est infinie et le courant ne peut passer dans une résistance infinie. Donc ici, mon I est égal à 0. Si le courant qui arrive au point A est égal à 0, donc la DDP aux bornes du condensateur, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0 puisque le courant est nul. Et donc ce point A serait le même qu'ici. Du fait que la DDP aux bornes de C est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de courant. Donc le point, ça sera remplacé par un court-circuit et le point A serait identique au point ici, qui serait identique à ce point, qui serait identique à ce point. Et donc mon V0, je le retrouve où? Je le retrouve aux bornes de RL. Et la DDP aux bornes de RL, c'est la même que la DDP aux bornes de R puisqu'elles sont placées en parallèle. Et c'est la même DDP aux bornes de R parallèle à ZL. Et donc, le courant qui passe dans R parallèle à ZL, c'est quoi d'après vous? C'est état. Puisque ce schéma, je peux le dessiner ici
Donc, hein, pour une vision plus claire, donc là, c'est comme si que j'ai quelque chose comme ça. ZL parallèle à R. Et là, c'est quoi? Donc, ça, c'est état. Et là, ça serait quoi? Ça serait ETH, qui est égal à V0. D'accord? Et donc, ETH serait égal à quoi? Bien sûr, bon, la masse, généralement, on nommait de la mettre, mais elle y est toujours. Hein? Donc, ETH serait égal à quoi? Serait tout simplement égal à état multiplié par ZL parallèle à R. Et ZL parallèle à R, c'est quoi? Donc, c'est le produit sur la somme. Et donc, état, c'est RZL sur R plus ZL fois état. Donc, si je remplace ZL par son expression, donc je l'écris en couleurs différentes quand même, je n'écris pas en violet. Hein, j'aime bien les couleurs, c'est bien pédagogique. Et donc là, c'est JRL oméga sur R plus JL oméga, le tout fois état de T. Voilà. Donc, je laisse comme ça. Ni je multiplie par le complexe conjugué, ni rien. On va le faire par la suite. Donc, notre E de Thévenin, c'est ceci. Maintenant, on passe au calcul de Z de Thévenin. Pourquoi ici je parle de Z de Thévenin et non pas de R de Thévenin? C'est normal, puisque le circuit est constitué donc d'impédance et non pas de résistance pure seulement. Donc, si vous avez écrit, j'efface et on passe au calcul de Z de Thévenin. Donc, pour calculer Z de Thévenin, je reviens à mon schéma initial. Donc, j'enlève toutes les simplifications qui ont été apportées à la particularité de l'ouverture de la sortie. D'accord? Donc, ma charge, elle était là. RL, et là, c'est A. Voilà. Et donc, toujours, c'est dans le cas de la première question, calcul de Z de Thévenin. Alors, pour calculer Z de Thévenin, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qui pourrait me dire qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, tout simplement, on va déconnecter la charge, première étape. On la remplace par un couple UI. D'accord? Les sources indépendantes, j'en cherche. Il y a combien de sources? Il y a une source indépendante. Cette fois-ci, c'est une source de courant. Jusqu'ici, on a travaillé avec des sources de tension. Et là, c'est une source de courant. C'est une source de courant qui est idéale. Donc, qu'est-ce que je lui fais? Je la remplace par un circuit ouvert, ce qui revient à donner un débit égal à 0. C'est ça. Neutraliser une source de courant, c'est comme si que je disais, elle ne va pas donner de courant. Donc, le débit, il peut être nul que si j'ouvre mon circuit. Donc, c'est un circuit ouvert. Mais je l'écris quand même ici pour vous rappeler. Calcul de ZTH. Je remplace RL par le couple UI, comme ça, et je neutralise la source indépendante. J'écris pas tout le mot. Bon, indépendante. Voilà. Je l'écris en deux, c'est pas grave. Comment je neutralise la source indépendante? En faisant tendre état vers 0. Donc, je la remplace par un circuit ouvert. D'accord? Et donc, là, si c'est un circuit ouvert, donc c'est comme si qu'il n'existait pas. Donc, je vais l'enlever comme ça pour avoir un schéma plus clair. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mon courant I, qui provient de U, il va parcourir quels éléments? Il va parcourir le condensateur. Ensuite, il va passer dans ces deux éléments qui sont placés en parallèle. Donc, c'est comme si que je vais avoir ce schéma. Regardez. Ceci implique, voilà, je fais comme ça. Là, c'est ceci. Voilà. Et là, c'est U. Là, c'est C. Et là, c'est quoi? C'est R parallèle à ZL. N'est-ce pas? Et donc, ma DDPU, elle serait égale à quoi? U serait égale à quoi? Serait égale au courant fois la DDP aux bornes de ces deux éléments qui sont placés en série.
Donc, U serait égal à ZC plus R parallèle à ZL multiplié par le courant I. Et à ce moment-là, mon Z de Thévenin serait égal à U sur I, c'est la définition même, et qui est égal donc à ZC plus R parallèle à ZL. Voilà. Donc ça, c'est mon Z de Thévenin qu'on va mettre sous la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est-à-dire A plus JB. Donc, retenez bien, Z de Thévenin, c'est égal à ZC plus R parallèle à ZL. Donc, je dois effacer ceci pour pouvoir mettre Z de Thévenin sous la forme A plus JB. D'accord? J'espère que vous développez en même temps que moi les calculs parce que croyez-moi, des erreurs de calcul peuvent très facilement s'infiltrer lorsqu'on traite un exercice. Donc, Z de Thévenin, je le recopie la dernière équation, c'était ZC plus R parallèle à ZL. Si j'ai bonne mémoire, c'est ceci. Donc, mon Z de Thévenin serait égal, ZC c'est quoi? C'est 1 sur JC oméga, plus R parallèle à ZL, c'est le produit sur la somme. Donc, c'est JL oméga, donc c'est ZL, par R, divisé par la somme. R plus JL oméga. Et comme je l'ai dit, pendant durant la résolution de l'exercice numéro 8, quand on doit traiter les nombres complexes, il faut sûrement pas réduire au même dénominateur et ensuite avoir des expressions faisant intervenir des termes du second degré, etc. Il vaut mieux éviter tout ceci. Donc, ce terme, si je le mets sous la forme A plus JB, donc ça, c'est un terme qui est purement imaginaire. Donc, si je multiplie par J en haut et en bas, je vais avoir J sur J carré, c'est oméga. Et J carré égale à quoi? Égale à moins 1. Et donc, ce terme, je l'écris comme étant, je mets en couleurs différentes les termes en plus, moins J sur C oméga. Voilà. C'est ce moins J qui provient de la multiplication du numérateur et du dénominateur par le nombre complexe J. Et là, je multiplie par le complexe conjugué. Et donc, j'aurai le numérateur, il reste tel quel ici. Et là, ça reste tel quel. Seulement, je vais rajouter le complexe conjugué du dénominateur, qui est R moins JL oméga et R moins JL oméga. Voilà. Et on a fait ce genre de calcul à plusieurs reprises. Donc, un nombre complexe multiplié par ce complexe conjugué, son complexe conjugué va donner la partie réelle carrée plus la partie imaginaire carrée. Donc, ce terme, il se réduit à quoi? Il se réduit à R au carré, je l'écris quand même ici pour ne pas vous perdre, plus L oméga au carré. Et donc, mon Z de Thévenin s'écrit comme étant moins J sur C oméga plus JL oméga R, facteur de R moins JL oméga, sur R au carré, plus L oméga au carré. Et là, je vais séparer la partie imaginaire à part et la partie réelle à part. Donc, la partie réelle, elle est où? Elle provient de ce produit JL oméga par moins JL oméga. Et ça donne quoi d'après vous? Ça donnerait alors J par J, c'est J carré qui est égal à moins 1. Avec ce moins, ça va devenir plus 1. Et je vais avoir donc R, L oméga carré. Et la partie imaginaire, donc, c'est ce qui reste. Et là, on va l'écrire tout de suite. Donc, notre Z de Thévenin s'écrit comme étant, donc Z de Thévenin s'écrit comme étant partie réelle. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que c'est R, L oméga au carré, divisé par R carré plus L oméga au carré, plus J entre crochets. Donc ici, c'est moins 1 sur C oméga, plus J, J, il est déjà en facteur, donc L oméga R au carré, divisé par R au carré plus L oméga au carré.
Donc, sans réécrire, je mettrai que ça, c'est R entre A et B, R de Thévenin entre A et B. Et ça, c'est X AB. Et donc, mon Z de Thévenin, c'est comme si c'était égal à RAB. Donc, c'est la résistance équivalente plus J fois la réactance équivalente vue entre les bornes A et B. Voilà. Et là, ça, c'est le résultat final de notre R de Thévenin. Je le mets, je l'encadre pour que ça paraisse comme un résultat important. D'accord? Donc, mon R de Thévenin, c'est ce terme et mon XAB, c'est ce terme. Et donc, si vous n'avez pas de questions pour les éléments du générateur de Thévenin, on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question qui consiste à donner la condition pour que la charge RL soit adaptée au générateur, au circuit. Alors, comment on va procéder? Quand on a fait l'adaptation, rappelons-nous, quand on a fait l'adaptation, est-ce qu'on l'a faite sur un circuit qui était compliqué, avec des éléments, un circuit qui n'était pas élémentaire? Non. Si vous vous rappelez, que ça soit en régime continu ou en régime variable, à chaque fois, je prenais donc un générateur avec sa résistance interne ou son impédance interne et une charge. C'était toujours un circuit élémentaire, une maille élémentaire. Alors, il faut vous rappeler toujours ce qu'on fait en cours. Eh bien, bon, alors ce circuit, comment je vais le traiter? Comment allons-nous faire? Bon, si la première question consistait à déterminer les éléments du générateur de Thévenin, ce n'est pas pour rien. C'est sûrement pour l'utiliser tout de suite après. Effectivement, donc, bon, j'efface pour reprendre le tout à zéro. J'efface. Donc, pour qu'il y ait adaptation, je vais me mettre exactement dans les conditions du cours. Donc, je me dis, mon circuit, il est vu par les points, par la charge RL entre les points A et B, il est vu comme étant un générateur de Thévenin, de FEM ETH et d'impédance interne ZTH. Voilà. Et la charge, elle reste ici, il n'y a aucun problème. Et donc là, c'est ETH et là, c'est ZTH. Et ainsi, je me retrouve exactement dans les conditions du cours. Et en cours, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que RL est adapté au générateur si et seulement si, donc on a une adaptation, si et seulement si, RL égale à quoi? Égale à ZTH étoile. D'accord? Et là, RL égale à ZTH étoile. Très bien. Là, ça paraît simple. Mais bon, comment traduire cette petite égalité en équation en faisant intervenir les éléments du circuit? N'oubliez pas qu'on vient juste d'écrire ZTH sous la forme complexe A plus RAB plus JXAB, n'est-ce pas? Et là, pour éviter les étoiles, on va simplifier. Vous avez fait les nombres complexes au lycée, vous les avez vus cette année normalement. Donc là, pour simplifier, je vais me dire, bon, RL est un nombre réel qui est égal à ZTH étoile qui est complexe. Donc, si je m'amusais à appliquer le complexe conjugué des deux membres de cette égalité, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir RL étoile qui serait égal à ZTH étoile que je vais étoiler une deuxième fois. D'accord? Et quand le complexe conjugué du complexe conjugué d'un nombre complexe Z, c'est quoi? Je retrouve Z. Et donc, Z étoile étoile, c'est ZTH. Là, c'est pour éviter trop de complications. Et le nombre complexe d'un nombre réel, c'est quoi? C'est lui-même, hein, puisqu'il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, en fait, la condition d'adaptation revient à écrire que RL égale à ZTH. Maintenant, il suffit de remplacer ZTH par son expression et d'identifier donc la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire, ce qu'on va faire tout de suite, bi'idhnillah.
Voilà. Donc, RL égale à ZTH. Ceci voudra dire que RL égale à quoi? Égale à la partie réelle de ZTH. Et la partie imaginaire de RL, elle est égale à quoi? Comment? Elle est égale à 0. Donc 0 égale à imaginaire de Z de TH. Il suffit donc de remplacer réel de ZTH et imaginaire de ZTH pour avoir les conditions finales d'adaptation. Donc, j'écrirai que RL égale à, si j'ai bonne mémoire, c'était R L oméga au carré sur R au carré plus L oméga carré. Et la partie imaginaire égale à 0. 0 serait égal à quoi? Serait égal à moins 1 sur C oméga plus, donc, R au carré L oméga sur R au carré plus L oméga au carré. Voilà. Et c'est ça les conditions qu'on doit vérifier pour avoir une adaptation. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la question suivante. Maintenant, c'est moi qui vais vous poser une question. Montrez que si les conditions 1 et 2, c'est-à-dire que si l'adaptation est réalisée, on doit montrer que RL est inférieur à R. C'est très très simple, c'est un petit calcul mathématique qu'on va faire tout de suite d'une manière très très simple. Alors, allons-y. Donc, qu'on a nommé la première relation RL égale à RL oméga carré sur R carré plus L oméga carré. On l'a nommée relation 1 et 0 égale à moins 1 sur C oméga plus R2 L oméga sur R2 plus L oméga carré. On l'a nommée relation 2. Donc, on nous a demandé donc dans une deuxième étape de montrer que lorsque ces deux conditions sont vérifiées, de montrer que RL doit obligatoirement être inférieur à grand R. Pour cela, on va se concentrer sur la première relation. Qui nous donne la relation directe entre RL et grand R. D'accord? Donc, la relation 1 implique quoi? Si je fais descendre ce R ici, je vais avoir RL sur R égale à L oméga au carré sur R au carré plus L oméga au carré. D'accord? Et donc, ce terme, cette expression me permet de comparer RL à grand R. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que L oméga carré, il est au numérateur et il est au dénominateur. Donc, si je pose X égale à L oméga au carré, avec X strictement positif, puisque c'est un carré. Donc, je vais avoir L oméga au carré sur R2 plus L oméga carré serait égal à X sur R2 plus X. Et donc, ce X, je le retrouve ici, seulement au dénominateur, je lui ai rajouté un terme positif. Donc, ce terme est strictement supérieur à X. Et donc, X sur R2 plus X doit obligatoirement être strictement inférieur à 1. Ceci voudra dire que RL sur R est strictement inférieur à 1. Donc, RL est obligatoirement inférieur à grand R. Et c'est ce qui est demandé. Donc, vérifiant ces conditions, donc 1, 2 et RL inférieur à grand R, on va déduire la valeur de L et la valeur de C. Donc, j'espère que vous développez les calculs au fur et à mesure avec moi. Donc, détermination de C. Déterminant C. Alors, la deuxième relation,
elle me donne directement C en fonction des autres données. Donc, la deuxième relation, elle me donne que, après avoir transposé 1 sur C oméga de l'autre côté, c'est R au carré, L oméga sur R au carré plus L oméga au carré. J'ai ceci. Maintenant, là, j'ai un L. J'ai un L. Comment on va s'en sortir, d'après vous? Qu'allons-nous faire? Hein? Qu'allons-nous faire? Alors, si je multiplie et je divise par L oméga, les deux membres, hein? Si je multiplie et je divise les deux membres par L oméga ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir R au carré, il va rester, ou bien non. Non, c'est pas ce que je vais faire. Je viens à partir de là. Je sais que RL, c'est R, L oméga au carré sur R au carré plus L oméga au carré. Regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de faire apparaître ce terme ici. Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me manque un R. Donc, si je multiplie par R et je divise par R, je vais avoir R, d'accord? L oméga, je le sépare, L oméga, comme ça. Et là, je divise par R, je garde la même couleur, R2 plus L oméga au carré. Voilà. Alors, ce terme, R au carré, plutôt R, L oméga carré, alors, attendez, R, L oméga carré sur ceci, voilà, donc ce terme, c'est quoi? C'est R, c'est, attendez, et voilà, c'est R au carré, pardon, L oméga sur R carré plus L oméga carré. Donc ça, c'est quoi? C'est 1 sur C oméga. Donc, ça, c'est 1 sur C oméga. Et là, je vais avoir tout simplement, donc, L oméga, d'accord, sur R. Et tout ce terme, c'est quoi? C'est 1 sur C oméga. Oméga va disparaître avec oméga et je vais avoir donc RL. J'efface ici, je laisse les deux premières les relations. Et donc, je vais avoir RL égale à L sur RC. D'accord? Donc, pour pouvoir tirer donc L ou C, là, j'ai deux inconnus en une équation. Donc, on va la garder. D'accord? On va la garder. Je vais l'appeler équation 3. OK? Je vais l'appeler équation 3 et je vais donc essayer de tirer soit la valeur de L, soit la valeur de C pour déduire la deuxième au fur et à mesure. Égale à R L oméga carré sur R carré plus L oméga au carré. Ceci revient à écrire que RL facteur de R2 plus L oméga carré égale à R L oméga au carré. Donc, si je mets L oméga au carré en facteur, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc, ceci va me donner RL moins R, facteur de L oméga au carré, plutôt R moins RL, parce que je vais transposer RL, L oméga carré. Donc, ici, R moins RL, L oméga carré égale à RL, R2.
Et je peux donc tirer directement mon L, puisque je vais avoir L oméga, donc L carré oméga carré, serait égal à RL R2 sur R moins RL. Et donc, mon L serait égal, tout simplement, à 1 sur oméga, il va en bas, comme ça. Alors, ici, c'est un... Alors, R au carré, L oméga, RL. Donc, RL oméga carré, c'est bon. Là, c'est bon. Normalement, les calculs sont bons. Ici, pourquoi j'ai mis un 2? Il n'y a pas de 2. Hein? C'est R directement. Ah, c'est R au carré, pardon. Voilà. Oh, c'est R au carré. Faites attention à ce genre de petites erreurs. Donc, c'est R au carré, RL. Donc, ici, ce n'est pas un indice, mais c'est un carré. Voilà, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Et donc, si je prends la racine de ce terme, ce R2, je vais le faire sortir. Et donc, ça va me donner un R ici. Voilà. Et là, j'aurai une racine de RL sur R moins RL. Voilà. Donc, une fois j'ai déterminé L, je reviens à l'équation 3, je détermine mon C. D'accord? Donc, on va faire l'application numérique tout de suite. Voilà. Donc, j'aurais pu commencer par tirer L, ensuite déduire C, c'est pas grave, hein, c'est la même chose. Donc, j'ai L qui est égal à R sur oméga racine carrée de RL sur R moins RL. Et C, donc tiré de l'équation 3, C serait égal à L sur RRL. Donc, on va faire l'application numérique tout de suite. Alors, on nous a donné les valeurs de R, oméga et de RL. Alors, regardez, la condition que R soit inférieure, soit supérieure à RL, il faut qu'elle soit vérifiée parce que sinon, la valeur de on n'aurait pas pu calculer la valeur de L. Hein? C'est une condition nécessaire pour pouvoir déterminer la valeur de L. Alors, on nous a donné oméga égale à 10 puissance 3 radians par seconde, R égale à 2 kg et RL égale à 1 kg. Donc, si j'applique numériquement, donc 2 fois 10 puissance 3 divisé par oméga 10 puissance 3 racine de 1 sur 2 moins 1 qui est égal à 1. Et donc, ceci va me donner quoi? Va me donner quand même 2 Henri. On va discuter un peu de la valeur numérique qu'on vient de trouver. Et C serait égal à 2 divisé par 2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 3. Et ça va me donner quoi? Le 2 va disparaître avec le 2 et ça va me donner 1 microfarad. Ça va me donner 1 microfarad. Donc, pour la valeur de C, il n'y a pas de problème. 1 microfarad est une valeur vraiment acceptable. Mais la valeur de 2 Henri. 2 Henri pour une self-inductance, c'est énorme. Généralement, quand vous avez vu en TP, vous avez fait les circuits résonants, ça tourne toujours autour de quelques milli-Henri. Pourquoi? Parce qu'en fait, la technologie de fabrication des bobines est très coûteuse. Hein, c'est très coûteux. C'est pour cela qu'on évite d'utiliser. On ne peut pas se permettre, en fait. C'est pas qu'on évite, mais on ne peut pas se permettre. Quoique, on va voir par la suite que des fois, pour contourner le problème du coût de fabrication de ces bobines, pour contourner ce problème, on utilise ce qu'on appelle les convertisseurs d'impédance. Et donc, à partir d'un circuit qui fait intervenir que des condensateurs, par exemple, parce que la fabrication des condensateurs est moins coûteuse que la fabrication des bobines, et donc, je peux avoir des bobines avec des self-inductances assez importantes, mais pas en les fabriquant directement, mais en les utilisant à la suite d'un convertisseur. Donc, elles sont obtenues par des convertisseurs d'impédance. Voilà, donc, mais comment
on pourrait diminuer la valeur de L dans notre exercice, d'après vous? C'est simple. La seule façon de diminuer L, c'est soit d'augmenter la valeur de R, soit de diminuer la valeur de R, soit d'augmenter la valeur de oméga. D'accord? Donc, c'est en fait le choix des valeurs du circuit qui ont donné cette valeur de Henry pour L. Mais croyez-moi, quand il y a des petits choix comme ça qui ne sont pas très judicieux, eh ben, ça nous permet un peu de réfléchir et d'attirer votre attention sur des remarques qui sont très très importantes pour vous par la suite. Parce que sinon, si on avait choisi directement un bon oméga et une bonne valeur de R, si j'avais obtenu un L de 2 millihenry, bon, j'aurais peut-être pas pensé à attirer votre attention sur le fait que les valeurs des bobines doivent être donc toujours de l'ordre du millihenry en général. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions sur ça, on passe à la dernière question de cet exercice. Nous arrivons donc à la dernière question de notre exercice qui consiste à calculer la puissance maximale dissipée dans la charge RL. Alors, pour cela, nous allons établir d'abord l'expression de la puissance dissipée dans la charge RL en général, ensuite le cas particulier où cette puissance est maximale. Pour cela, nous allons devoir donc dessiner le circuit réduit en faisant intervenir le générateur de Thevenin qu'on a établi en première question. Voilà, ça va nous aider. Donc, c'est à partir de ce circuit qu'on va calculer donc la puissance. Donc, on va utiliser la notion de puissance complexe. Donc, pour cela, toutes les grandeurs sinusoïdales ou variables vont être, donc on va les exprimer en notation complexe. Donc, notre I va devenir un I bar, notre état va devenir un état bar, etc. Donc, je vais écrire donc la puissance complexe dissipée dans la charge RL. C'est quoi par définition? La puissance complexe, c'est n demi, on l'a établi en cours, de V I étoile. Bien sûr, c'est des barres ici. Et donc là, je mets une barre, je mets une barre. Alors, il faudra définir ce que c'est que V, ce que c'est que I étoile. Alors, V, c'est quoi? C'est la DDP aux bornes de RL. RL étant en série avec Z de Thevenin. Donc, qu'est-ce que je peux appliquer ici? Je vais appliquer la notion de diviseur de tension. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit, la notion de diviseur de tension? On a que V bar va être égal donc à RL sur RL plus Z Thevenin divisé par ETH. On avait dit, pour se rappeler, cette DDP, c'est la résistance qui lui correspond sur la somme de tout ce qui est en série qu'on multiplie avec la tension qui se divise. Donc, c'est RL sur RL plus Z de Thevenin fois ETH en complexe. Par contre, I bar, c'est quoi? C'est le courant qui va circuler dans RL et qui est en série avec ZTH. Donc, c'est le courant qui circule dans RL plus ZTH. Donc, I bar, c'est quoi? C'est la DDP aux bornes des deux. Donc, c'est ETH bar divisé par la somme, donc RL plus ZTH. Et à ce moment-là, notre puissance complexe serait égale à n demi, je remplace, RL sur RL plus ZTH multiplié par I étoile qui est égal, alors ici, pardon, il y a un ETH que j'avais oublié, fois donc ETH étoile sur RL plus ZTH étoile. Donc le tout étoile ici. Alors, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc P égale
à RL sur 2. Alors, RL plus ZTH étoile, c'est quoi? C'est le module de RL plus ZTH au carré. D'accord? Et ETH étoile, c'est le module de ETH au carré. Donc, ça, c'est la puissance dans son sens le plus large. Maintenant, la puissance maximale. Alors, P est maximale. Quand est-ce que j'ai une puissance maximale? Lorsque on a une adaptation qui est réalisée. Donc, P est maximale si on a une adaptation. RL adaptée au générateur. Si RL est adapté au générateur. Et on avait établi dans la question 2 que RL est adapté au générateur. Ceci voudra dire que RL était égal à ZTH. C'est ce qu'on avait dit. Et donc, cette équation que j'appellerai équation 4, la relation 4, deviendrait... Donc, si je remplace ZTH ici par RL, j'aurai Pmax qui serait égal à RL sur 2 fois RL plus RL, ça va me donner 2RL au carré, module de ETH carré. Et donc, Pmax serait égal, alors RL, ici 4 fois 2, 8 sur R carré, donc RL et RL vont disparaître. Il va me rester ETH carré, le module de ETH carré sur 8 fois RL. Donc ça, c'est l'expression de Pmax. Il reste à remplacer ETH par son expression pour pouvoir calculer numériquement cette puissance maximale. Donc, si vous avez terminé d'écrire, j'efface et on va donc calculer notre Pmax. Alors, j'écris ici ma relation. Donc, c'est ETH carré en module que divise 8 fois RL. Et là, on va calculer. ETH, on avait établi dans la première question, ETH c'est quoi? C'est tout simplement R parallèle à ZL fois état, qui est égal donc à JL oméga R sur R plus JL oméga état. Donc, si je calcule ETH carré, le module de ceci, c'est le module de tout ça. Donc, c'est le module de état au carré fois le module du numérateur au carré. Je vais vraiment, je ne brûle aucune étape. Sur le module carré de ça, donc R plus JL oméga au carré. Donc, ETH carré serait égal à... Le module de état carré, c'est quoi? État est égal à quoi, état? État en notation complexe, c'est état 0 exponentielle J oméga t. Donc, le module de état, c'est le module de état 0, le module d'exponentielle. Le module de l'exponentielle, c'est quoi? C'est 1. Et donc, je vais avoir état 0 carré, tout simplement. Et le module de ce terme, donc, c'est L oméga R au carré, sur le module du dénominateur, donc, c'est R carré plus L oméga carré. Voilà. Et ça, c'est ETH carré. Et de là, je tire mon expression finale de Pmax, qui serait égale tout simplement à, donc, je remplace ETH carré par son expression, et j'aurai L oméga R
au carré sur 8 RL, facteur de R2 plus L oméga au carré, multiplié par état 0 carré. Et c'est ça l'expression de la puissance maximale. Il restera donc seulement à appliquer numériquement. On a tout, on a L, on a oméga, on a R, on a RL et on a état 0. Donc, j'espère que vous êtes en train de développer avec moi, de vérifier les résultats en même temps. Hein, s'il y a un problème, vous me le signalez. D'accord? Donc, mon Pmax, application numérique, mon Pmax serait égal. Alors, je le laisse en bas. Hein, on va voir. Donc, L, c'est 2 Henri. Donc, c'est 2. Oméga, c'est 10 puissance 3. Et R, c'est 2 kg. Donc, 2, 10 puissance 3. Le tout est au carré. État 0, c'est 3 milli. Donc, c'est 9, 10 puissance 6. Moins 6, pardon. Divisé par 8 RL. Donc, 8 fois 10 puissance 3. Multiplié. Donc, R, c'est 4. R carré, c'est 4 10 puissance 6. Plus L, c'est 2. Oméga, c'est 10 puissance 3. Donc, ça va donner 4 10 puissance 6 aussi. Donc, ceci, c'est 2 fois 4 10 puissance 6. Que je vais simplifier avec alors 4. Je simplifie ça avec ça. Il va me rester en haut. Donc, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 4 10 puissance 3. Puisque c'était au carré. Une partie est partie avec ça. Et fois 9 10 puissance moins 6. Sur 8 10 puissance 3. Et là, je vais avoir un 2 ici. Voilà. Donc, 10 puissance, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, 8, 10 puissance 3, c'est bon. 10 puissance 3, 10 puissance 3 carré, c'est bon. Et état 0, c'est 9, 10 puissance moins 6. C'est très bien. Alors, on va voir. Et voilà. Là, c'est 10 puissance 6. Voilà. C'est 4, 10 puissance 6 ici. Voilà. Très bien. Donc, ce 10 puissance 6 avec ce 10 puissance moins 6. Ce 4, il s'en va avec ça et il va me rester 2 ici. Donc, ça va être égal à 9 sur 4. 10 puissance moins 3. Puisque ce 10 puissance 3, il va monter. Watts. Et donc, ma puissance maximale serait égale à 9 divisé par 4. Donc, c'est 2. Et 1 divisé par 4, c'est 0,25. Donc, c'est 2,25. 2,25 et ça, c'est des milliwatts. Voilà. Et donc, ça, c'est la puissance maximale dissipée dans la charge RL. Alors, il faut que vous sachiez, que vous reteniez, qu'on peut vous poser des questions de manière différente. Au lieu de parler d'adaptation, on parle de puissance maximale. Hein? Au lieu de parler de puissance maximale, on parle d'adaptation. Et là, c'est à vous de connaître les conditions suffisantes et nécessaires pour avoir une adaptation. Donc, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Normalement, non. On a suivi Yanné attentivement. J'espère que vous avez développé les calculs avec moi. Si vous avez des questions, elles sont toujours les bienvenues. Vous pouvez me contacter par email à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Il n'y a aucun problème. Je vous répondrai. Et donc, ainsi, je vous dis merci pour votre attention. Et au prochain TD, bi'idhnillahi ta'ala. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.